Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse ce matin. Alors, j'ai le très grand plaisir et privilège de vous présenter cette conférence et également son auteur, donc Jean-Charles Antoine. Alors, Jean-Charles Antoine, un habitué du festival depuis plusieurs années. Alors, Jean-Charles Antoine est ancien officier de gendarmerie et il est docteur en géopolitique de l'Institut français de géopolitique. Et maintenant, il est le fondateur et le président directeur général de la société Arcalis, qui est une société de conseil en géopolitique pour les entreprises et les collectivités. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un cas assez emblématique de ville, qui est celle de Marseille, avec une vision très micro-géopolitique. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et Jean-Charles, c'est à vous. Merci Nathalie, bonjour à tous. Merci pour l'introduction, Nathalie, et merci aux organisateurs du festival d'avoir choisi le thème de la puissance des villes. Parce qu'à l'heure actuelle, on se rend compte que le monde, plus il se globalise, plus il se fragmente. Il y a un équilibre qui se fait entre l'effet de mondialisation et l'effet de fragmentation, quitte à aller sur des rapports de force qui touchent les villes, bien sûr, mais les quartiers, les arrondissements, les entrées d'immeubles. Et la ville de Marseille est à ce titre particulièrement prégnante. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je pose une question. Marseille est-elle au sud du nord ou au nord du sud ? Alors ça peut être une question qui peut apparaître bizarre, mais elle est centrale. Pourquoi ? Parce que le positionnement géographique et le développement de la ville de Marseille ont fait, depuis de nombreux siècles, et malheureusement en 40 minutes on ne pourra pas rentrer dans tous les détails, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des articles qui sont publiés sur le DiploWeb qui illustrent un peu en avance ce qui va être dit. Est-elle au nord du sud ou au sud du nord ? Ça pose la question centrale de l'identité de la ville, et donc de l'identité des habitants, ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent être, ou ce qu'ils pensent ne pas être, parce que c'est central à l'intérieur de la géopolitique marseillaise. Alors, un petit rappel géographique pour repositionner le territoire de la ville de Marseille. Si vous regardez la ville de Paris, 105 km², un peu plus de 2 millions d'habitants. Le territoire du département de la Seine-Saint-Denis, c'est 236 km², donc le double, plus du double de Paris. Mais la ville de Marseille, deuxième ville de France, avec 850 000 habitants, est plus grande que le département de la Seine-Saint-Denis et bien plus du double de la ville de Paris. Si j'ai pris cette illustration d'emblée, c'est pour remettre en perspective, parce que la géopolitique, c'est ça, c'est remettre en perspective aussi des données et donc des enjeux. On s'aperçoit que 3 fois moins d'habitants habitent sur 2 fois plus de territoire. Ça veut dire qu'il y a d'emblée une certaine hétérogénéité au sein des habitants qui va provoquer des rapports de force. Alors je vais vous faire travailler plutôt que de parler pendant 40 minutes. Je vais vous faire prendre des notes, mais pas sur ce que vous imaginez. Il y a à peu près 25 ans, une vidéo que certains ont vue. Une vidéo a été tournée, pas dans un but géopolitique, dans un but plutôt de divertissement, mais elle comporte toutes les données de la géopolitique marseillaise. Les représentations, les rapports de force, les communautés, les liens entre ces communautés, la manière de vivre, tout un ensemble de données qui font et qui illustrent la géopolitique. Bon, cette vidéo dure 3-4 minutes. C'est important de la voir du début à la fin et de prendre vous-même des notes, parce que ce sont les notes que on ne va pas en parler après, mais vous allez garder ces notes pour que vous-même vous fassiez ni plus ni moins qu'une analyse géopolitique de Marseille d'un point de vue global. Quand Ayam a tourné son clip, je ne suis pas sûr qu'il pensait en faire un clip géopolitique, mais je vous invite par la suite à re-regarder plusieurs fois et à détecter. Il y a tout dedans, absolument tout. Alors bien sûr, il y a toutes les expressions, je crée des games, fils, tu es mort et tout. Bon, mais ça, c'est le folklore. Mais le folklore, c'est le fruit de l'histoire. C'est le fruit d'un mélange de communautés, c'est le fruit d'un mélange de cultures, c'est le fruit de la volonté d'être indépendant par rapport à tout le monde et surtout Paris.
et surtout Paris. Et ceux qui ont regardé BFM TV ce matin s'en sont rendus compte. Là, vous pourrez redétecter lentement dans le clip, chez vous plus tard, l'ensemble des acteurs. Vous les retrouvez tous dans le clip. À la fois les alliances, à la fois des actes de violence, à la fois l'honneur, à la fois tout un ensemble de données qui sont hyper réactives, et ils le disent dans le clip, ça dégénère en un quart d'heure. Et quand c'est que en un quart d'heure, ça va. Ça veut dire que là, c'est une présentation qui se voulait totalement amusante, mais c'est exactement comme ça, et même 25 ans après. Et la discothèque où c'est tourné, elle n'est pas dans Marseille, elle est un peu plus loin, je la connais très très bien, et ça n'a pas changé. Le nom a changé, mais c'est tout. Alors maintenant, on va basculer dans un domaine un tout petit peu plus académique tout de même. Quand on regarde au niveau local la problématique marseillaise, sur la ville en elle-même, on est face à deux représentations de la ville qui sont le fruit de deux grands rapports de force et qui amplifient ces rapports de force entre, d'une part, les quartiers populaires. Quand on dit quartier populaire, il ne faut pas imaginer tout le temps ce qu'on dit les quartiers nord. Les quartiers nord, ce n'est pas forcément le 14, 15e, 16e. Il y a différents quartiers populaires. Le premier des quartiers populaires étant au cœur de Marseille, derrière le Vieux-Port, le Panier. C'est le Panier, historiquement. Mais ces quartiers populaires, qui se veulent un peu les héritiers de Rému, un peu les héritiers de Tu me fends le cœur en 1931, qui a été tourné à l'Estac, pas du tout au cœur de Marseille, et qui s'oppose à une autre présentation beaucoup plus moderne, beaucoup plus tournée vers le XXIe siècle, beaucoup plus tournée vers la Méditerranée, comme dans les quartiers populaires d'ailleurs, mais avec une volonté de modernisation, parce que la ville de Marseille s'est rendue compte qu'en tant que deuxième ville de France, en termes d'habitants, elle se devait d'avoir un poids de plus en plus important, mais toujours dans un paradoxe permanent qui est nous devons nous détacher des autres, nous devons nous détacher de Paris, mais on ne peut rien faire sans. Alors cette représentation des quartiers populaires s'oppose à une revalorisation urbaine qui empêche ou qui limite, qui freine cette cohésion sociale, cohérence sociale, pardon, et qui est plus tournée vers le secteur tertiaire, vers une ouverture, plus vers des start-up, plus vers de l'emploi axé vers les services aux personnes. Mais face à ça, on trouve beaucoup de carences urbaines. Le logement. Quand on habite au Plan d'Aou, à la Castellane, cité, et pas la place Castellane, que on voit Marseille de haut, de très très loin, ou qu'on habite, pour ceux qui connaissent, plus proche des Calanques, de Mordiou ou de Sormiou, où on ne voit même pas Marseille, ou qu'on est au fin fond derrière la Caillole et qu'on habite dans les champs, mais qu'on est à Marseille. Il y a des vues de la ville qui sont totalement différentes. Mais historiquement, Marseille, c'est un ensemble de petits villages qui ont grossi, qui sont devenus Marseille, autour du Vieux-Port. Mais quel est le centre de Marseille, selon vous? Je vous laisse réfléchir. Trouvez-moi le centre de Marseille. Alors, trouvez-moi le centre d'Aix-en-Provence, vous allez le trouver, c'est le centre. Mais trouvez-moi le ou les centres de Marseille. À partir du moment où on voit que le centre est mal défini, qu'il y a des volontés de l'orienter vers le Vieux-Port, certes avec l'hôtel de ville, mais vers l'eau avec le nouveau Mucem, avec les terrasses du port, effectivement, on peut imaginer que le centre est là. Mais dans l'idée, la représentation de ce qu'on se fait d'un centre, c'est complètement différent. Il y a 1 an et demi, j'avais rendez-vous sur le Vieux-Port avec quelqu'un. Et la personne que j'ai vue regardait à droite, à gauche. Il me disait, ah, c'est bien les travaux qu'ils ont faits. Je lui dis, mais ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu? 7 ans. C'est quelqu'un qui habite à Marseille. 7 ans qu'il n'était pas venu sur le Vieux-Port. C'est pas choquant en soi, parce qu'il n'y avait pas besoin. Il restait dans son quartier, au niveau de Saint-Barnabé, c'est-à-dire sur la route de la Caillole, beaucoup plus loin. Et il n'y avait aucun intérêt à venir vers le Vieux-Port parce qu'il n'y avait pas vraiment de besoin administratif. D'autres carences, les transports urbains. Les transports urbains à Marseille sont difficiles, mais ils sont également le fruit des rapports de force entre ces micro-territoires qui ne sont pas nécessairement axés vers une cohérence et une homogénéité territoriale.
Et puis des grèves historiques dans le port, puisque Marseille, c'est un port depuis plusieurs millénaires quand même, et que c'est le poumon mental de la ville. Et au niveau du développement tertiaire, alors là, effectivement, si on prend notamment le plus gros centre commercial de Marseille, il n'est pas à Marseille. Donc comme ça, tout est dit. Il est à 20 km en dehors de Marseille, le plus gros centre. Donc on comprend qu'il y a des rapports de force qui existent, sans forcément nécessairement de violence, hein, mais des rapports de force qui influencent sur les habitants, certes sur les décideurs, mais sur les habitants. Et ces habitants en arrivent à voir Marseille chacun de sa manière. Alors autant qu'il y a 850 000 sélectionneurs de l'OM à Marseille, il y a 850 000 types de représentation de la ville. Bien sûr, Marseille, c'est la ville du crime. Mais quand on regarde, le siècle dernier, la ville du crime, c'était Paris. Ce n'était pas du tout Marseille. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire du développement criminel de Marseille. Je peux, mais vous serez là jusqu'à ce soir. Et à midi, vous risquez d'avoir faim. Mais ce qu'on peut regarder, c'est que sur le territoire plus régional de PACA, effectivement, Marseille a quand même plutôt un beau palmarès dans le nombre de règlements de compte issus du trafic de drogue. Je ne parle même pas des autres, mais issus du trafic de drogue. Parce que, quelquefois, effectivement, ça dégénère en un quart d'heure. Et ces rivalités criminelles sont le fruit d'une évolution entre les années 80 et les années 2000. Entre les deux, il y a forcément les années 90. Tout était tenu, globalement, par des parrains. Des parrains qui venaient apporter une solution aux habitants en termes, la plupart du temps, de besoins alimentaires, pour contourner les embargos, pour contourner les Allemands, pour faciliter le débarquement en Provence. Et Carbone et Spirito, donc les deux grands parrains après la guerre, ont reçu des obsèques nationales sur la Canebière et le Vieux-Port. Des obsèques nationales. Mais par les habitants. Ça veut dire qu'ils étaient proches d'eux, parce qu'ils remplissaient un besoin alimentaire, enfin la base de la pyramide de Maslow. Vous voyez ? Et quand petit à petit, le milieu corso-marseillais, certains ont commencé à être conséquence de ça aussi, hein. Donc à un moment donné, ça s'amenuise. Après, beaucoup partent à Paris, aux États-Unis, et puis décident à un moment donné de lâcher le territoire, contraint forcé pour certains. Et d'autres prennent la place dans les années 90, fragmentation des micro-territoires, le gâteau criminel devenant plus important, fin des années 90, une disponibilité en armes venant des Balkans. Là, ça augmente le nombre de possibilités de faire des règlements de compte de manière purement opérationnelle et tactique. Donc ça se fait. Mais c'est le fruit, ni plus ni moins, que d'une fragmentation de ces territoires et donc une multiplication des rapports de force. Au niveau régional, Marseille n'est pas la ville qui crée les richesses. Les richesses sont autour, vers Aix-en-Provence, vers Aubagne, vers l'Étang-de-Berre, vers le pourtour de l'Étang-de-Berre, vers Fos-sur-Mer. Les grosses richesses, je veux dire d'un point de vue des entreprises. Ça veut dire qu'il y a une vision d'un Marseille hyper peuplé, central dans la décision, mais qui ne produit pas les richesses que les communes aux alentours arrivent à produire. Ça donne donc des représentations de Marseille comme un trou d'endettement. Je ne dis pas que c'est vrai, mais une représentation de Marseille comme un trou d'endettement et qui dit que les villes aux alentours ne vont ni plus ni moins que devoir soutenir cet endettement. Mais oui, parce que si les villes aux alentours qui sont beaucoup moins fortes et qui ne possèdent pas les attributs de décision et de centralité ne soutiennent pas Marseille, Marseille va encore plus s'effondrer et va amener, comme le Titanic, les autres sous l'eau. Donc il y a un peu une obligation de changer de modèle dans l'aménagement du territoire et de créer la métropole Aix-Marseille-Provence, qui devient un enjeu géopolitique local. Local parce que 109 maires des Bouches-du-Rhône étaient totalement contre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la peur, et je ne donne pas d'avis, il y a la peur par ces premiers magistrats des communes de voir leurs attributs
politique, entre autres, où leur capacité à décider rapidement est transférée à Marseille dans la métropole. Dans la métropole, ça veut dire qu'ils ne décideront plus les politiques d'urbanisation, l'aménagement du territoire. Ils seront obligés de passer par le conseil métropolitain pour, à un moment donné, avoir raison ou mener à terme leurs ambitions pour leur commune. Donc des délais multipliés. Mais la ville d'Aix-en-Provence, face à Marseille, a dit « nous, on n'est pas Marseille ». Et tous ceux qui sont en dehors de Marseille disent on n'est pas Marseille. Quand à Marseille ils disent ICM, ici c'est Marseille, ailleurs ils disent on n'est pas Marseille. Mais on est quand même pour l'OM, parce qu'on est contre Paris. Et Marseille entraîne, certes, un mouvement financier, mais entraîne un mouvement culturel quand même. C'est quand même 850 000 habitants, c'est la ville mythique du coin. Qu'est-ce que des villes plus petites que Marseille, qui sont représentés sur la carte, vont pouvoir peser face à la méga agglomération marseillaise? Pas grand-chose. Face à des décideurs politiques qui sont implantés dans la deuxième ville de France et depuis 25 ans. Pas grand-chose. Ça veut dire qu'il y a à la fois une connaissance des rapports de force politiques et une connaissance des besoins également des habitants par ces décideurs politiques qui sont là depuis 1-2 décennies parfois, et qui arrivent à mettre en place des stratégies sur du long terme. Du long terme, 20 ans. Alors, Aix-en-Provence a dit on est contre, parce que nous, on est tourné vers la Durance, géographiquement et historiquement. C'est exact. Mais c'est quand même la métropole Aix-Marseille-Provence, déjà parce que l'État central, oui, Paris l'a décidé, et qu'il y avait une volonté qui n'a pas été suivie, mais que Renaud Muselier, l'eurodéputé, avait présenté comme une grande métropole, Avignon, Marseille, Toulon, qui aurait été une possibilité effectivement de peser face à Barcelone, pas que dans le football, face à Gênes, face à Alger, face à des grandes métropoles des rives de la Méditerranée. Ça n'a pas été suivi. Le choix s'est porté sur la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est un enjeu géopolitique d'aménagement du territoire, parce que tout ce qui va être désormais décidé à Marseille risque d'amener des rapports de force excessivement violents, et pas que en parole, face aux maires des petites communes. On dit que ce sont que des petites communes, mais quand vous avez 109 maires des Bouches-du-Rhône qui manifestent contre la métropole, que le maire de Martigues, Parti communiste français, est coude à coude avec Marie Joissaint, de maire Les Républicains d'Aix-en-Provence sur une manifestation, ce n'est pas tous les jours qu'on le voit. Et quand deux maires politiquement très opposés arrivent à être en alliance, à former une alliance contre Paris, là vous avez non seulement des rapports de force sur des territoires, mais en plus vous avez une extension véritable de la vision marseillaise du contre Paris. C'est-à-dire qu'en se positionnant contre Marseille, ces élus font pareil que Marseille et se positionnent contre Paris. Donc il y a une extension culturelle, en fin de compte, de cette vision contre. Parce que l'identité marseillaise, c'est un peu ça, c'est contre. Mais c'est aussi ce qui en fait son charme. La ville-centre est la plus peuplée, mais c'est aussi la plus pauvre. Et pourtant, c'est elle qui décide et qui décidera de plus en plus dans la métropole. Marie Joissaint avait, je vous laisse lire, en juin 2009, déclaré dans un discours cette phrase qui résume à peu près les rapports de force qu'on a entre Aix et Marseille au point de vue régional. À Paris, Aix et Marseille, c'est le soleil. Donc de quoi ils se plaignent? Ils ont le soleil. Clairement, c'est ça. Ils ont de la chance, ils habitent là-bas, il fait beau. Ceci étant, c'est vrai. Que ce soit actuellement à Marseille, à Aix ou à Istres, il fait un grand soleil. Mais au niveau national, un fort désir de régionalisation, voire d'autonomie à terme, c'est bien, mais il faut pouvoir tenir ce genre d'ambition. Et dans ces cas-là, il faut pouvoir avoir la capacité de prendre ses propres décisions. Or, en 1959, le CEA
mis en place à Cadarache est décidé à Paris. Le centre d'études techniques à Aix est décidé à Paris. Je vous laisse lire toute la liste des décisions qui viennent de Paris. Donc Marseille, effectivement, veut se détacher de Paris. Mais c'est Paris qui décide de tout, et Marseille demande à Paris de prendre ses responsabilités. C'est un peu ça, tout le paradoxe de Marseille, c'est dans son lien avec les autres. Mais le paradoxe du Marseillais, je pousse, je provoque un peu, mais le paradoxe du Marseillais, c'est son lien avec les autres Marseillais aussi. Et tout le problème de la géopolitique marseillaise est un problème identitaire, pas au sens où on l'entend de manière politique, au sens où on l'entend la manière humaine. La manière humaine. Un problème identitaire. Qui suis-je vraiment? L'Aixois, il dit « je suis Aixois ». Il n'a pas du tout le même accent, d'ailleurs souvent il n'en a pas du tout. Il sait qu'il est d'Aix-en-Provence, il sait où sont ses habitudes dans la rue Esperia, au niveau de la rotonde, il le sait très bien. À Marseille, c'est différent. C'est différent, et il y a des mouvements de population qui ne se parlent pas nécessairement, voire qui s'opposent. Les règlements de compte que l'on a depuis 3 mois, ce sont 2 cités, voilà, qui font les matchs allés, les matchs retour en permanence. Mais ça ne s'arrête pas. Et ça s'arrêtera que quand il n'y aura plus de monde à tuer. Alors bien sûr, il y a l'action de la préfecture de police, de la gendarmerie qui font un travail dessus. Mais quand vous n'arrivez pas à enlever la volonté de mettre en place ces rapports de force au sein de la tête des gens, vous ne faites que suivre. Au niveau international, Marseille, c'est un des plus vieux ports en Europe, dans l'Empire romain, de la Mare Nostrum, des Romains. Sauf que maintenant, ça a été créé par les Phocéens, d'où la cité phocéenne, d'où le Phocéa. Maintenant, c'est une ville, un port, une activité en déclin. C'est un désir de rayonnement. Pour ceux qui connaissent, ça, c'est le symbole un peu de ce qu'on trouve au Mucem. C'est un problème identitaire, mais étant classée dans les premiers ports de containers, elle a basculé derrière des ports comme Gioia Tauro en Italie, comme Gênes, comme Barcelone. Et l'arrivée dans les ports se font à Fos-sur-Mer. C'est de l'autre côté de l'étang de Berre. Et à Fos-sur-Mer, on n'est pas marseillais. À Fos-sur-Mer, on est phocéen. Voilà. Mais pas PH. Et le projet de Renaud Muselier, que je ne soutiens pas, c'est pas ça, c'est que je l'observe. Le projet de Renaud Muselier, qui était d'un Grand Marseille, qui partait d'Avignon, qui englobait Toulon, Marseille et Arles, si vous voyez sur la carte, ça permettait, dans ce triangle, de pouvoir, sur la mer Méditerranée, faire contrepoids avec les autres. Ça n'a pas été suivi. Donc, une des conséquences directes, c'est effectivement que Marseille baisse en influence. Mais quand Marseille baisse en influence, la zone, l'agglomération, la métropole, baisse en captation de capitaux, baisse en création d'entreprises, et à terme risque de baisser en habitants. Et vous avez maintenant des Parisiens qui s'imaginent, alors j'ai rien contre les Parisiens, je suis à moitié du temps à Paris, mais des Parisiens qui s'imaginent qu'à Marseille, il y a des kalachnikovs dans tous les coins de rue, qu'il ne faut surtout pas se promener sur le Prado, sur le Vieux-Port à 8h, mais à 8h du soir, il n'y a plus personne, de toute façon. Et que vivre à Marseille, c'est globalement comme vivre à Chicago pendant la Prohibition. Ça n'a rien à voir. Mais le poids des représentations touchant Marseille sont certainement les représentations les plus fortes que l'on trouve en France. Des représentations négatives. Certes, il y a le soleil, mais alors le reste, vous le payez hyper cher. Non, c'est pas exactement comme ça, mais il faut aller sur place. C'est ça le rôle de la géopolitique. Il faut aller vraiment sur place pour comprendre qui est le Marseillais et comment ils fonctionnent, ENT. Parce que sinon, on fait des globalisations. Et cette globalisation, on la retrouve au niveau international. Quand la presse étrangère anglo-saxonne voit des règlements de compte à Marseille, elle dit voilà, Marseille c'est Chicago, mais il y a autant de règlements de compte à Marseille qu'en région parisienne ou ailleurs. Seulement la médiatisation est différente. Et je ne suis absolument pas en train de légitimer les règlements de compte. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais
Quand on regarde le nombre de morts, et je basculerai après, je terminerai sur cette parenthèse, le nombre de morts en France par arme à feu, 2000. Le nombre de suicides dans ces morts par arme à feu, 1800. Il reste 200 homicides pour toute la France. Il y en a 20 à 25 à Marseille. Le pourcentage de morts par règlement de compte à Marseille par rapport au nombre de morts par arme à feu en France, 2%. On remet en perspective Grenoble, combien? Lille, combien? Toulouse, Paris, Lyon. Si je dis ça, c'est que dans la géopolitique en général, les images que l'on a de l'OM, les images que l'on a de Marseille, les images que l'on a des rues de Marseille et de ce qui s'y passe n'est pas forcément la vérité. Quelques risques géopolitiques dans l'avenir. Tout d'abord, premier risque concerne des rivalités politiques et économiques locales accrues en raison de la mise en place de cette métropole marseillaise. Pourquoi? Parce que tous les maires étaient contre. Et ce n'est pas parce que c'est décidé que du jour au lendemain, ils sont pour. C'est logique. Donc s'ils étaient contre avant, ils risquent d'être encore plus contre après la création. Mais ces tensions vont pouvoir effectivement s'amenuiser dans la connaissance, dans l'entre-soi des conseils territoriaux. Mais la population, elle, n'est pas dans les conseils territoriaux. La population, elle va directement voir les maires pour se plaindre dans les communes. Et les maires deviennent petit à petit et vont devenir probablement de plus en plus les tampons entre les habitants qui ne vont pas aller à Marseille se plaindre et eux qui vont porter les revendications de ces populations à Marseille. Mais les maires, à un moment donné, ils vont commencer à se tendre de plus en plus. Et ça, c'est un risque géopolitique dans l'aménagement du territoire qui va être de plus en plus prégnant, je pense, très vite. Le deuxième risque majeur, c'est l'augmentation des rivalités entre l'État, donc parisien, central, et les acteurs locaux. Alors, dû à un ralentissement de l'action administrative, mais l'éloignement de Marseille par rapport à Paris. Cet éloignement, historiquement, il est avéré. Hein. Le siège de Marseille par les troupes royales il y a 3 siècles, c'est pas un mythe. Ça laisse des traces. Et quand les Marseillais utilisaient historiquement les calanques pour faire de la contrebande, pour survivre, en fin de compte, et que certains, à un moment donné, à la fin du XVIIIe siècle, sont même montés à Paris avec une chanson en tête qui s'appelait La Marseillaise, qui est restée un petit peu dans l'histoire, quand même. Hein, et que cette image qu'ils ont d'eux-mêmes, cette fierté qu'ils ont d'eux-mêmes, risque à un moment donné de prendre le pas sur l'organisation interne entre Paris et Marseille, l'organisation administrative et politique. Sachant que ce qui se passe au niveau parisien étatique, ça change tous les 5 ans. Ce qui se passe à Marseille, ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est une ville. Et enfin, il est à craindre, d'un point de vue de la géopolitique interne à Marseille, c'est une augmentation de l'écart communautaire entre les quartiers. Alors certes, il y a des politiques d'aménagement localement. Il y a des politiques pour amplifier ou réamorcer une homogénéité sociale, mais le territoire reste le territoire. Comment faire en sorte que ceux qui sont à la Bricarde ou la Castellane puissent avoir un lien direct avec ceux qui sont au Vieux-Port, à la Caillole ou le Roucas-Blanc? Donc il y a un écart énorme, hein, socialement. Et qu'ils puissent commencer à s'entendre. Pour l'heure, je ne le vois pas vraiment. Ça va venir, hein, s'il y a une politique qui est mise en place à ce niveau-là. Mais les transports seront un élément majeur. Mais contrairement aux politiques de transport, il y a une politique aussi dans certains quartiers qu'il ne faut pas nier de couper le lien avec les décideurs, de couper le lien avec la ville, de couper le lien avec le Vieux-Port. Et ils ne gardent qu'un seul lien, un seul, entre eux tous, c'est le maillot. C'est le maillot. C'est-à-dire que l'OM, on peut regarder quand on est à Lyon, quand on est à Paris,
qu'on est Saint-Étienne, je sais pas, je suis pas joueur de foot, mais on peut regarder le maillot comme ni plus ni moins qu'un tissu qu'on met sur les épaules. À Marseille, non. À Marseille, non. Dans le stade Vélodrome, vous pouvez très bien avoir des gens, alors ils seront peut-être pas forcément tous l'un à côté de l'autre, mais des gens qui viennent de différents quartiers et des extérieurs de Marseille, et ils se reconnaissent comment? C'est parce qu'ils ont le maillot. Mais ce maillot de l'OM, ils ne savent pas l'origine de la personne. Mais ils s'y retrouvent. Et c'est vraiment l'élément, à l'heure actuelle, qui est central dans l'intégration sociale au sens large, et très ponctuelle, mais d'une certaine homogénéité marseillaise. À l'heure actuelle, c'est le seul, qu'on le veuille ou non. Cet écartement du lien social, d'accord, cet écartement du lien social peut amener aussi un risque d'augmentation des violences, puisque, comme on l'a entendu dès le départ, ça s'accélère en un quart d'heure. Et que des phrases, quelquefois un peu provocantes, sont jetées de groupe à groupe, avec toute la verve qu'on voit dans le clip vidéo, de la provoque, l'honneur, enfin, tout ce qu'on connaît, hein, que l'être humain est capable de mettre en place pour montrer qu'il n'a pas perdu. Et cette augmentation des tensions, avec des armes à feu, peut amener une augmentation, effectivement, de ces règlements de compte et de la violence. Mais à terme, le Marseillais du panier, le Marseillais du bar, le Marseillais de la boutique de l'OM sur le Vieux-Port, le Marseillais du Vélodrome, l'ensemble des Marseillais, ils risquent de dire « mais que fait Paris ?» De revenir à « mais que fait Paris ?»« Mais que fais-tu toi ?» Que fais-tu toi ? Tu veux porter l'identité marseillaise, mais arrête forcément d'en appeler à Paris. C'est tout le paradoxe. Moi, je ne milite pour rien. Mais quand on observe ces rivalités, on peut se poser la question, et poser la question aux habitants, mais vous voulez vous détacher de Paris, au moins dans l'organisation, au moins dans votre identité, au moins dans votre géopolitique interne. Mais vous ne le faites pas. Pas totalement. Mais en avez-vous les moyens ? Je terminerai avec ça. Quelle évolution à long terme ? Et si, soyons fous, et si Marseille gagnait en autonomie géopolitique ? S'il y avait une stabilisation géopolitique ? S'il y avait une cohérence, une légitimité parmi les habitants qui se mettaient en place pour arriver à une structure marseillaise, métropolitaine, qui puisse gagner en autonomie parce que les paramètres géopolitiques, pas s'annulent, mais s'équilibrent. Qu'est-ce que ça peut donner ? Est-ce qu'à terme, ça peut faire en sorte que le lien direct et le modèle centralisé jacobin historique, qui date de l'époque de la Marseillaise, éclate ? Parce que si Marseille a besoin de Paris, Paris a besoin de Marseille. Forcément, c'est la deuxième ville. Forcément, c'est l'ouverture vers la Méditerranée. Forcément, c'est le pendant, l'autre pan du tabouret, on va dire, pour montrer que Paris ne décide pas de tout et va décider de moins en moins. Donc c'est toute la continuité entre Bruxelles, Paris, Marseille, d'autres villes, d'autres métropoles d'équilibre, cette thématique d'aménagement du territoire qui a été mise en place il y a quelques années et qui est française. Paris a besoin de Marseille autant que Marseille a besoin de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on doit conserver ? C'est le Vieux-Port. Vous voyez que le Vieux-Port, il n'y a pas vraiment de bateau de commerce. Quand on a vu l'hôtel de ville à gauche, la boutique de l'OM, la Canebière, le théâtre de la Criée et les bars, au niveau de la production de richesse, il n'y a pas énormément de choses. Mais c'est Marseille. Alors qu'est-ce que Marseille ? Qu'est-ce que la géopolitique marseillaise, pour conclure ? C'est l'ensemble des paramètres géopolitiques qui définissent Marseille. Mais comment peut-on définir Marseille ? Marseille ne se définit pas, en fin de compte. Marseille, ça se vit, et je pense que c'est ça leur seule identité. Je vous remercie. Alors, on va prendre quelques questions. Dans le public. Oui, madame. Attendez, on va vous passer le micro.
Oui, pour bien connaître Marseille, parce que je suis de... Pour bien connaître Marseille, c'est bon? Oui, vous entendez? Voilà. Alors, pour bien connaître Marseille, parce que j'ai une partie de ma famille qui est là-bas et je suis du Midi, comme vous l'entendez par mon accent, bien qu'ayant été grenobloise 30 ans. Je voudrais quand même attirer l'attention sur 2 ou 3 choses. Moi, j'ai connu Marseille justement en allant en classe préparatoire au lycée Thiers dans les années 70. C'était encore la Marseille de Pagnol. On y avait une Canebière qui était encore avec des magasins traditionnels et une population qui ressemblait en gros à celle que vous avez dans certains César, Rému et compagnie. Donc là, maintenant, ça a beaucoup changé. Depuis ces années, moi, j'ai vécu la transformation et entre autres, vous avez donc tout ce centre-ville dont vous parliez qui est aujourd'hui, entre guillemets, habité par des gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, qui ne sont pas forcément des pieds noirs et qui donc ont une façon de vivre qui a exclu une partie des Marseillais traditionnels de ces quartiers. Donc c'est une ville extrêmement clivée. Vous avez quand même aussi beaucoup de Comoriens, à peu près, je crois, un quart de la population, 200, il me semble qu'ils sont quand même très nombreux. Et donc, le Marseillais traditionnel, il fait comme partout. À Grenoble, on a connu la même chose, c'est-à-dire qu'il a tendance à quitter ses quartiers pour aller habiter dans des zones préservées, y compris à Aix-en-Provence, pour les classes moyennes et supérieures. Alors, je ne vois pas très bien quelle instance, alors ça c'est la première remarque, quelle instance pourra rapprocher ces gens qui sont dans les différentes communes de Marseille, donc plus ou moins aisés, ou les quartiers plus ou moins aisés les autres. Vous le disiez, l'OM ne peut pas réunir tout le monde dans le cadre de ses résultats actuels non plus. Je suis désolée de le dire. Et la deuxième remarque, c'est par rapport aux autorités, en particulier à la mairie de Marseille. Nous avons eu à Marseille un certain Gaston Defferre, que tout le monde connaît, qui a quand même beaucoup développé la ville, qui a fait en particulier toute cette zone-là qui est du côté de la Corniche, où il y a des espaces verts, où il y a une plage qui ressemble un peu à une plage, même si la pollution n'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle devrait être, qui a donné à la ville une certaine aura, un certain essor. Mais depuis qu'il est mort, en gros, je le regrette de dire que quelle que soit la couleur politique et donc l'étiquette politique des maires, ils sont là pour durer, mais ils n'ont aucune aura, ils n'ont aucun rôle, j'allais dire, vraiment efficace. Ce sont des rivalités politiques aussi. Il ne faut pas oublier que Marseille, ce n'est pas une mairie. On parle beaucoup du maire de Marseille, mais c'est plusieurs, avec des tendances politiques qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc j'ai bien peur que là aussi, dans ce cadre-là, ça ne fasse qu'accentuer ces clivages. Et je ne vois pas quelle instance, j'aimerais vous demander quelle instance existe, que ce soit au niveau du privé, puisqu'il me semble que vous représentez aussi des intérêts de sociétés privées, comme au niveau du public, c'est-à-dire des différentes couches de décentralisation dont vous avez parlé, qui ne me paraissent pas non plus très efficaces, on peut espérer un changement. Voilà ma question. C'est une question très simple. Les Comoriens à Marseille, effectivement, il y en a beaucoup, pas un quart de la population. Beaucoup sont rue Félix Piat, avec une manière de vivre importée, des représentations, un style de vie, tout un ensemble de choses. Certains repartent dans les Comores à tel point que quand ils disent « je viens de tel endroit », ils ont un surnom dans les Comores qui est les « je viens d'eux ». C'est Soprano, qui sont au Plan de Daou, différents endroits. Bon, un quart de la population, non. La segmentation sociale, culturelle, territoriale, effectivement, est source de renfermement, est source de violence, forcément due aux incompréhensions, un mélange des cultures qui n'est pas toujours géré parce que le territoire, en fin de compte, on y revient toujours au territoire. Dans le mot géopolitique, ça commence par géo. Ça veut dire qu'on commence toujours par le territoire. Et le territoire marseillais, il est unique et pas facile à gérer. Effectivement, à la question qui va faire en sorte que l'habitant de Sormiou ou Mordjou puisse s'entendre avec celui de la Bricarde, personne. Il y a 150 km de différence presque, donc non, personne. Donc l'intérêt n'est pas tant de faire se parler les gens, c'est de créer effectivement des organismes où des représentants vont se parler. Mais l'habitant du Roucas blanc
va pas aller visiter tous les jours l'habitant de la Cayolle. Non, ça c'est pas possible. Bon. Mais à Paris, ça se fait pas non plus. Pas nécessairement. Paris a une histoire qui s'est faite depuis l'île de la Cité, qui a grossi. Marseille, c'est différent. Après, est-ce qu'il va y avoir des solutions? Est-ce que les solutions sont obligatoires? Est-ce que trouver des solutions qui vont forcément être efficaces et durables, ce n'est pas une illusion? Est-ce que chercher un équilibre et chercher à améliorer petit à petit, oui, mais c'est sur du long terme. Là, la structure qui va, parce qu'on veut toujours sur le court terme, mais dans des territoires comme Marseille, des territoires comme Paris, des territoires en général, tout se fait toujours sur du long terme. Et les structures métropolitaines, par exemple, ne sont pas là pour régler. La métropole n'a pas en gestion, par exemple, la sécurité. Le développement, oui, mais c'est une structure administrative qui a pour but de réunir l'ensemble des problématiques autour de Marseille pour qu'elles soient gérées dans le conseil métropolitain, donc en grande partie par Marseille. Après, pour basculer sur les maires, c'est comme Paris, effectivement. Paris, il y a 20 arrondissements, Marseille, il y en a 16. Effectivement, il y a un maire, un super maire, et puis des maires d'arrondissement. Je ne vais pas rentrer dans une polémique sur les élus politiques de Marseille. Il y a du bon et du mauvais comme partout. Ce n'est pas ça qui compte en soi. Ce qui compte, c'est la manière avec laquelle leurs rapports sont gérés. Mais gérer, c'est un frein, effectivement, mais le vrai frein, c'est en partie pour moi les freins qui sont liés aussi à la géographie des différents quartiers, on peut dire des différentes villes qui constituent Marseille. Quand on parle à des élus dans la région, ils vous disent que c'est excessivement difficile de gérer. Parce que déjà, ils sont français, les habitants, donc les Français sont toujours mécontents. Mais en plus de ça, ils sont marseillais. Donc en plus, ils sont encore plus mécontents, mais ils ont tous leur avis. Mais quand vous allez dans des endroits perdus, un peu plus froids peut-être en France, où les gens sont un peu plus fermés, là c'est différent. Ils vont parler 2 heures pour dire que peut-être ils sont d'accord. Voilà. Je caricature vraiment. Mais il y a un temps perdu administrativement qui est impressionnant. Moi j'ai vu, c'est impressionnant. Mais c'est un besoin identitaire net et identifié, qui ne va pas forcément trouver une solution, mais il y a besoin d'aller quelquefois au conflit, pas forcément sanglant, hein, heureusement, mais d'aller au conflit entre des personnes pour arriver à trouver un consensus ou pas. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, là-haut. Vous avez beaucoup parlé de représentation. Donc, quel est le problème avec la réalité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour biaiser ces représentations pour arriver à quelque chose? Moi, j'habite à Manosque. Jean-Charles, est-ce que tu pourras répéter la question, s'il te plaît? Je suis absolument amoureuse de Marseille. Je dis à tous les Grenoblois, allez-y, c'est une merveille. Où on se balade, je ne parle pas d'aller balader à 3 heures du matin dans les cités du Nord, évidemment, mais qu'on se balade des Calanques au Panier, au Mucem, à la Corniche Kennedy, c'est une vraie merveille. Donc je dis à tous, allez-y, on ne craint strictement rien. Mais c'est vrai, nous, on n'a jamais peur, on y va tout le temps, on n'a jamais peur, même à minuit, on n'a pas peur. Mais c'est vrai qu'à Manosque, les gens, il y en a qui n'y vont pas à Marseille. Et ils ont cette représentation de la Kalachnikov au moindre bistrot. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les médias ont un rôle. Pourquoi les médias s'acharnent sur Marseille? En parlant en effet des règlements de compte, on les compte depuis le 1er janvier, on continue tous les mois et ainsi de suite. À Grenoble, il y en a aussi partout. Donc, comment on peut faire pour... Nous, on n'arrête pas de dire « Allez à Marseille, c'est une vraie beauté. C'est une ville culturelle extrêmement riche. » Comment peut-on biaiser ces représentations? Les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc. Mais en fait, c'est pas vrai. Mais ça fait 5 siècles qu'on le dit. Les Anglais n'ont jamais brûlé Jeanne d'Arc. Jamais. C'est l'évêque Cochon qui était rouennais, qui était français. Mais on le véhicule encore. Ça fait 5 siècles. Voilà. Les Serbes voient une partie des Albanais comme des traîtres parce que c'était les janissaires de l'Empire ottoman et ils ont pris une pilule militaire en 1389. C'est véhiculé encore. Je ne dis pas que
ça va être véhiculé pendant des siècles, parce que je vous dis, le Marseille du 19e siècle, c'était pas du tout ça. Mais le Marseille de l'Estaque avec Tu me fends le cœur, c'était pas non plus le Marseille idyllique. Hein. À part y aller sur un territoire pour se faire sa propre idée, je vois pas comment on peut lutter contre les représentations. Les prendre en compte, oui, et travailler son propre libre arbitre pour se faire sa propre idée, oui, mais il y a des représentations sur tout le temps, par tout le monde. Manosque, je suis passé une fois. Manosque, c'est bien, mais c'est perdu. Non, mais c'est joli, en fait. Mais je dis que c'est joli parce que j'y suis passé. Mais Manosque, les gens, par exemple, vont dire « c'est loin, quand même. Hein. Qu'est-ce que je vais aller faire à Manosque alors que je suis de Marseille ?» C'est exactement la même chose. C'est humain. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tout simplement aller sur place. Et on se rendra compte qu'effectivement, il y a des endroits dangereux où il ne faut pas aller selon les moments, et que la ville est magnifique à d'autres. Mais les représentations, c'est purement humain. C'est pour ça que dans la géopolitique, on les prend en compte, parce que c'est véhiculé. C'est véhiculé. La communication, l'acharnement, les médias utilisent aussi le besoin qu'a Marseille de tendre la main à Paris. Paris, qu'est-ce que vous faites ? Mais Marseille, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez ? Après, les médias se font la caisse de résonance de ça, parce qu'il faut bien dire des choses, parce que c'est intéressant. C'est mieux de parler des règlements de compte à Marseille que de dire aujourd'hui, tous les chats qui sont nés sont en noir et blanc. Non, il y a eu 3 morts cette nuit à la Calache, à la sortie du tunnel de Prado-Carénage. C'est pas pareil. Mais ils ne se font pas, à mon avis, je ne ressens pas comme ça en tant que chercheur, hein, je ne vois pas que les médias s'acharnent plus. Ils se font plus caisse de résonance, parce qu'à Marseille aussi, les gens se font caisse de résonance. Mais est-ce que vous entendez parler des règlements de compte à Grenoble ? Il n'y en a pas ? Si, il y en a. Et selon les années, il y en a même beaucoup. Est-ce qu'on entend parler des règlements de compte à Lille ? Il y en a ? Oui, il y en a. Mais Lille ou Grenoble ne dit pas à Paris, vous m'aidez ? Enfin, ils le disent, mais pas comme ça tout le temps. Et puis, il n'y a pas ce lien entre Paris et Grenoble du « je t'aime moi non plus » et surtout moi non plus. Mais là, il y a un rapport qui serait en psychologie sociale, je pense, excessivement intéressant à étudier entre Paris et Marseille. Et il faut remonter dans l'histoire au siège de Marseille, où Marseille avait la capacité, parce qu'elle est installée sur le littoral, par la contrebanque des Calanques, à pouvoir manger, quand même, faire manger ses habitants. C'est pas à Bourges, j'ai rien contre Bourges, mais c'est pas à Bourges qu'on a eu cette criminalité, comme on dit, organisée, qui en fait répondait à un besoin. C'était à Marseille. Et Marseille dit, alors là je fais de l'anthropomorphisme un peu, mais c'est parce que tout le monde le fait. Les habitants de Marseille disent, mais oui, mais les Parisiens, comme ils disent, les Parisiens, ils sont venus nous étouffer. Et ils ont envoyé des émissaires que certains Marseillais ont massacrés. Ça laisse des traces dans les représentations. Et à l'inverse, à Paris, les représentations étaient, mais Marseille, on n'arrive pas à gérer. Donc on vous laisse, mais on ne peut pas vous laisser. Vous voyez le rapport permanent ? Tout se fait contre. Pas contre en termes d'opposition volontaire et violente, mais par rapport à. C'est toujours de l'antagonisme. Dans Marseille, aux abords de Marseille, face à Paris, face à tout le monde. ICM. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Non, ça marche. Oui. Je disais merci pour la présentation. Alors j'avais une question, c'était par rapport au titre de la présentation, le nord du sud ou le sud du nord. Du coup, une fois l'exposé réalisé, je suis toujours en train de me poser la question. Moi aussi. Donc c'était pour avoir voir si vous aviez en tout cas un avis sur la question, et notamment parce qu'effectivement, si Marseille se construit ou s'est construit, continue de se construire en opposition avec Paris, vous l'avez aussi rappelé, il y a des liens historiques de proximité, géographique, relationnels avec le pourtour méditerranéen. Donc est-ce qu'une partie de la réponse n'est quand même pas à ce niveau-là ? Là, c'est les deux en fait pour moi. C'est au sud du nord et au nord du sud.
Parce que les Phocéens, ils ne venaient pas de Scandinavie, que la mer Méditerranée, c'est pas à côté de la Baltique. Effectivement, historiquement, c'est un positionnement hyper méditerranéen. Et après, il suffit de regarder la carte. Hein, c'est Marseille, c'est pas à côté de Roscoff. Hein. Donc, c'est tourné, c'est un peu le phare de la Méditerranée. Et ça a été très longtemps le phare de la Méditerranée. Mais ça appartient, depuis 2 siècles, plus de 2 siècles, à la République française. À tel point, et ça il faut le garder en tête, à tel point que l'hymne français s'appelle la Marseillaise. C'est pas pour rien. Est-ce qu'il n'y a pas, moi je pense que oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté justement en prenant ce chant de Marseillais, soi-disant monté à Paris, en faire le symbole même, et à l'échelle mondiale, le symbole même de la liberté? Là, il y a une volonté d'intégration nationale, au sens de l'État-nation, au sein de la République française, de montrer à quel point Marseille compte, même si c'est hyper éloigné, même s'ils sont tournés vers la Méditerranée. Donc c'est les deux, au sud du Nord et au nord du Sud. C'est ni plus ni moins que l'interface entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Mais quand on se rend compte de ces paramètres géopolitiques, on essaye de s'en servir, ce qui n'est pas toujours le cas tout le temps. Mais il faut une vision à long terme, qui existe par les élus locaux, mais qui n'est pas toujours mise en place. Marseille, c'est bien plus qu'une ville. Hein. C'est, géopolitiquement parlant, historiquement parlant, c'est un symbole. C'est une des rares villes à avoir quasiment 2500 ans, à avoir gardé encore le nom, cité phocéenne, hein, c'est les Phocéens, et à demeurer un symbole. C'est pour ça que la question à la fin, à long terme, si Marseille, la métropole, vraiment se détache, le modèle centralisé jacobin, c'est une question provocante, volontaire, mais le modèle centralisé jacobin français, est-ce qu'il peut perdurer sans Marseille ? Est-ce que Marseille peut juste se tourner vers la zone euro-méditerranéenne et oublier dans son dos Paris ? Non. Ok, on va prendre la dernière question. Et voilà. Vous avez évoqué la segmentation entre les quartiers nord et les quartiers sud, qui est en partie le résultat de la politique de Defferre et de Gaudin, qui en ce moment, par exemple, a créé une ligne de tramway qui redouble celle du métro plutôt que d'augmenter vers les quartiers sud ou vers les quartiers nord. Moi, ma question pour vous est simple, sans vous demander de prédire l'avenir. Que pensez-vous qu'il adviendra après le temps de Gaudin, vu que Guérini a échoué à prendre la suite qu'il désirait? Que voyez-vous pour l'avenir de cette segmentation nord-sud à Marseille? Merci, c'est exactement la question que je ne voulais pas avoir. Parce que tous ceux qui se sont lancés à prévoir se trompent. Mais alors, prévoir sur Marseille, suivre l'évolution, essayer de la comprendre, c'est déjà quelque chose. Mais alors, prévoir, prédire ce que va penser le Marseillais, ce que va penser l'habitant de la ville, et ce que l'entité marseillaise va devenir dans l'avenir, là, il faudrait plusieurs boules de cristal. Hein. Il faudrait un jeu de pétanque de cristal, là, pour le coup. La géographie, j'y reviens encore, le territoire, bloque certaines évolutions dans les transports. Mais ça bloque vraiment. Et ça bloque d'autant plus que certains, dans les quartiers, il faut le dire, vont le bloquer au maximum pour éviter des axes de pénétration qui seraient favorables aux forces de l'ordre. Ça, c'est une réalité. Je l'ai vécu des dizaines de fois. Quitte à bloquer l'entrée avec des blocs de béton. Hier, il y avait je ne sais plus si c'était ici ou pas, il y avait une présentation, non, c'était dans l'auditorium, 4 personnes, dont mon maître en géopolitique, Béatrice Gibelin, Frédéric Ancel, il y avait Hervé Théry sur le Brésil. Il parlait d'une opération, pour ceux qui étaient, je ne sais pas, une opération anticriminalité dans les favelas de Rio. Il montrait des photos avec des blocs de béton, des chars qui passaient au-dessus. Mais on trouve la même chose, hein, des blocs de béton dans certains quartiers à Marseille. On les trouve, à tel point qu'on a arrêté nos véhicules, il fallait partir à pied. Ce qui est plus facile pour nous lancer des boules de pétanque sur la tête. C'est de la tactique pure. Donc,
le fait de mettre en place des politiques d'aménagement du territoire avec des axes, des lignes de transport, de métro, de tramway, de bus tout simplement, ça veut dire qu'il faut tout protéger pour faire en sorte que ces transports aillent jusqu'au bout. Mais un microscopique pourcentage dans ces quartiers veut absolument que ça ne se fasse pas pour garder une assise territoriale, une assise géopolitique, micro-géopolitique, qui amplifie et sauve et conserve leur puissance sur ce micro-territoire. Il y a tout ça aussi qu'il faut voir. Parce que souvent on dit, mais que font les politiques? Mais les politiques, c'est pas eux qui vont déplacer les blocs de béton. Ils mettent en place des politiques, justement. Mais il faut un niveau d'acceptation de la part des populations. Et quand il y a un microscopique pourcentage de personnes qui ont un intérêt criminel avéré pour que ça ne se fasse pas, ça prend beaucoup plus de temps. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas changer, c'est la géographie du territoire. Ça, c'est une contrainte. Pardon ? Ben oui. Merci beaucoup Jean-Charles Antoine pour cette intervention et n'hésitez pas à venir discuter avec l'auteur à la fin de cette conférence et aussi voilà, ces livres seront disponibles à la librairie sur le trafic d'armes, pas forcément sur Marseille mais voilà. Merci beaucoup à vous et bonne journée.